Cette déception, vous la connaissez bien. Vous mettez tout votre cœur dans votre potager, et pourtant, la récolte est encore une fois, pour être gentil, plutôt médiocre. Des carottes minuscules, des tomates ravagées par le mildiou, des concombres qui ne font qu'amertume. Pendant ce temps, votre voisin voit tout pousser à merveille et récolte des fruits comme s'il avait une terre magique. Vous pensez que c'est juste de la chance? Eh bien non. Le secret d'une récolte abondante n'est pas dans la bonne étoile ni dans l'utilisation d'engrais hors de prix. Il réside dans ce que vous faites lorsque tous les autres se reposent. Par exemple, en décembre. Oui, vous avez bien entendu. C'est dans ce mois d'hiver paisible que se posent les fondations de votre succès futur. Aujourd'hui, je vais vous révéler mon système en 5 étapes clés, celles que j'applique chaque année en décembre. Ce ne sont pas de simples astuces. C'est une stratégie éprouvée qui transformera votre jardin en un véritable oasis d'abondance. Êtes-vous prêt à découvrir ce que l'on vous a caché pendant des années? Alors, suivez attentivement jusqu'à la fin. Pourquoi donc le mois de décembre? La plupart des jardiniers considèrent l'hiver comme la saison morte. La neige a recouvert le sol, les travaux sont terminés, et l'on peut se reposer tranquillement en feuilletant des catalogues de graines. C'est la plus grande des erreurs. Décembre n'est pas la fin de la saison, c'est son début stratégique. C'est un moment de calme et de tranquillité où vous n'êtes pas dérangé par les urgences comme le désherbage ou l'arrosage. Vous disposez alors d'une ressource inestimable, du temps. Du temps pour l'analyse, la planification et la préparation. Imaginez-vous en général qui, après la bataille, ne part pas en vacances, mais se penche sur ses cartes pour étudier ses victoires et ses défaites afin que la prochaine campagne soit triomphale. Votre jardin est votre champ de bataille pour la récolte. Et décembre, c'est votre quartier général. C'est maintenant, l'esprit clair, que vous pouvez vous remémorer tous les détails de l'été passé. Où le soleil brûlait les feuilles, dans quel carré l'eau stagnait, quelles variétés ont donné les meilleurs résultats et lesquelles ont été décevantes. C'est également le moment de préparer sans hâte votre arsenal, vos outils et votre armée, vos graines. En sautant cette étape, vous vous condamnez à agir dans la précipitation au printemps, à refaire les mêmes erreurs et à manquer de nouvelles opportunités. Alors, cessons de considérer décembre comme un mois d'inaction et transformons-le en notre meilleur atout. Alors, notre première étape, et sans doute la plus cruciale, c'est l'analyse sans concession et la planification méticuleuse. Oubliez un instant vos rêves de récolte future, il faut se plonger dans le passé. Prenez un carnet et un stylo, ou ouvrez un document sur votre ordinateur. Votre mission: devenir l'enquêteur minutieux de votre propre jardin. Commencez par dessiner le plan de votre parcelle si ce n'est pas déjà fait. Pas besoin d'être un artiste. Il suffit d'esquisser l'emplacement de tous les éléments, les rangs, les serres, les châssis, les arbres fruitiers et les arbustes. Maintenant, le plus passionnant. En face de chaque élément, de chaque planche de culture, commencez à noter tout ce dont vous vous souvenez de la saison écoulée. Qu'y avez-vous cultivé? Comment était la récolte? Excellente, moyenne ou mauvaise? Souvenez-vous des détails. Prenons l'exemple des tomates sous serre. Quels cultivars avez-vous semé ou planté? Notez les noms. Lesquels étaient les plus savoureux? Lesquels ont produit le plus tôt? Lesquels ont été les plus résistants aux maladies? Ou peut-être qu'une variété n'a donné aucun fruit? N'ayez pas peur de parler des échecs. Ce sont les leçons les plus précieuses. Rappelez-vous les ravageurs que vous avez combattus sur cette parcelle précise. Était-ce le puceron sur les poivrons ou le doryphore sur les pommes de terre? Quelle méthode de lutte avez-vous utilisée et quelle a été leur efficacité? Notez-le. Pensez aux maladies, le mildiou, l'oïdium, la cladosporiose. Marquez où et sur quelle culture elles sont apparues. C'est une information cruciale pour planifier la rotation des cultures, sujet que nous aborderons un peu plus tard.
Évaluez l'ensoleillement. Y avait-il des zones où les plantes manquaient manifestement de lumière et s'étiolaient? Ou, au contraire, des endroits où le jeune feuillage brûlait sous les rayons de midi. Indiquez-le sur votre plan. Idem pour l'arrosage. Où le sol séchait-il trop vite? Où l'eau stagnait-elle après la pluie? Rappelez-vous quels amendements et quels engrais vous avez ajoutés. Notez quoi, quand et en quelle quantité vous avez nourri les plantes sur chaque parcelle. Avez-vous constaté un réel effet? Peut-être remarquerez-vous que l'apport de cendre a donné des oignons plus gros ou qu'une infusion de plantes a boosté la fructification des concombres. Tout ce processus peut sembler fastidieux, mais croyez-moi, c'est une véritable mine d'or d'informations. Vous êtes en train de créer la base de données unique de votre jardin. C'est votre journal de bord personnel qui vous évitera de répéter les mêmes erreurs année après année. Imaginez, au printemps, au lieu d'essayer de vous rappeler laborieusement ce qui a poussé ou, vous ouvrirez votre rapport de décembre et vous aurez un plan d'action clair et précis, basé sur une expérience réelle et non sur des suppositions. C'est ça, le premier pas vers une approche professionnelle et, par conséquent, vers des récoltes abondantes. Après avoir fait la révision de nos souvenirs, passons aux preuves tangibles. Le deuxième volet de notre première étape est l'analyse du sol. Beaucoup de jardiniers négligent cet aspect, travaillant au feeling. Ils mettent de la cendre, du fumier, et s'étonnent ensuite que rien ne pousse correctement. Pourtant, la terre est un organisme vivant. C'est le socle de tout. Décembre, quand les parcelles sont vides, est le moment idéal pour prélever des échantillons et comprendre ce qui fait vivre et respirer votre sol. Pourquoi ne pas attendre le printemps? Au printemps, vous aurez 1 million d'autres priorités et l'analyse du sol sera vite repoussée aux oubliettes. De plus, obtenir les résultats en hiver vous laisse le temps d'acheter les composants nécessaires et de planifier sereinement les travaux d'amélioration du terrain pour le printemps. Alors, comment procéder? Il y a 2 options. La première, la plus simple et déjà assez instructive, consiste à utiliser des kits de test à domicile. On les trouve dans toutes les jardineries. Ils se présentent souvent sous forme de bandelettes ou d'éprouvettes avec des réactifs et permettent de déterminer le paramètre clé, l'acidité de la terre ou niveau de pH. C'est un point vital, car la majorité des cultures maraîchères préfèrent un sol neutre ou légèrement acide. Si votre terre est trop acide, les plantes ne pourront tout simplement pas assimiler les nutriments, même si vous mettez des tonnes d'engrais. La procédure est simple. Vous prélevez des échantillons de sol de plusieurs parcelles à une profondeur d'environ 15 à 20 cm. Vous les mélangez, les diluez avec de l'eau distillée et plongez la bandelette indicatrice. Quelques minutes plus tard, vous comparez la couleur à l'échelle fournie sur l'emballage. Notez le résultat pour chaque zone de votre potager. La deuxième méthode, plus précise et professionnelle, est d'envoyer vos échantillons à un laboratoire d'analyses agrochimiques. Oui, cela coûte de l'argent, mais le retour sur investissement est énorme. L'analyse en laboratoire vous indiquera non seulement le pH exact, mais aussi la teneur en macro- et microéléments essentiels, l'azote, le phosphore, le potassium, le magnésium, le calcium, le soufre, le fer et ainsi de suite. Vous recevrez un rapport détaillé qui indiquera noir sur blanc ce qui manque à votre sol et ce qui est peut-être présent en excès. Par exemple, vous pourriez ajouter des engrais potassiques pendant des années alors que vous en avez déjà un surplus, ce qui bloque l'assimilation du magnésium. Seule l'analyse en laboratoire peut révéler ce genre de problème caché. Comment prélever correctement un échantillon pour le labo? Pour une parcelle ou une zone donnée, vous devez prendre plusieurs échantillons de terre à différents endroits, en suivant un motif en diagonale ou en W. Enlevez la couche de gazon supérieure et prélevez la terre à une profondeur allant de 5 à 20 cm. Mélangez tous ces échantillons dans un seau propre, retirez les racines et les cailloux.
Vous obtenez ce qu'on appelle un échantillon composite. Prélevez-en environ un demi-kilo, emballez-le dans un sac propre, indiquez clairement l'origine de l'échantillon et envoyez-le au laboratoire. Une fois les résultats reçus, vous cesserez d'agir à l'aveuglette. Vous saurez exactement s'il faut choler la terre pour la désacidifier ou si vous devez ajouter du superphosphate pour combler une carence en phosphore. C'est cette approche scientifique qui fait la différence entre le jardinier amateur et le professionnel. Muni de la carte de votre potager de l'an dernier et des résultats de l'analyse de sol, nous passons maintenant au troisième pilier essentiel, la planification de la rotation des cultures. Si vous persistez à planter les mêmes espèces au même endroit année après année, vous vous exposez inévitablement à 3 problèmes majeurs. Le premier est l'épuisement du sol. Chaque plante consomme un profil nutritif spécifique. Par exemple, les choux sont très gourmands en azote et en potasse. Si vous les cultivez sans cesse au même endroit, ils vont littéralement pomper ces éléments du sol, et vos récoltes diminueront inéluctablement d'année en année. Le second est l'accumulation des maladies. Chaque famille de plantes a ses propres agents pathogènes spécifiques. Les champignons responsables du mildiou, par exemple, adorent les solanacées, tomates, pommes de terre, poivrons. Hivernant dans le sol, ils se feront un plaisir de s'attaquer à leurs hôtes préférés la saison suivante, et une épidémie sera inévitable. Le troisième est la prolifération des ravageurs. De nombreux insectes nuisibles se spécialisent également sur certaines cultures et passent l'hiver dans le sol, juste à côté de leur source de nourriture. Planter pommes de terre après pommes de terre, c'est créer un refuge idéal pour le doryphore. La rotation des cultures, ou l'assolement, résout ces 3 problèmes. Le principe est simple. Il ne faut jamais replanter une espèce appartenant à la même famille, au même endroit, avant un délai de 3 à 4 ans. C'est le temps nécessaire pour que le sol se purifie des pathogènes et des ravageurs spécifiques et retrouve son équilibre nutritif. Comment établir votre plan de rotation? Pour commencer, divisez toutes vos cultures en grandes familles. Par exemple, les solanacées, tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre, les brassicacées ou crucifères, tous les choux, radis, réforts, daikon, les cucurbitacées, concombres, courgettes, citrouilles, pâtissons, les légumineuses, pois, haricots, fèves, les ombellifères, carottes, persil, anettes, céleri, les alliacées, oignons, ail, poireaux, et les chénopodiacées, betteraves, épinards, blettes. Prenez ensuite le plan de votre potager et divisez-le en 4 zones. Cette année, vos solanacées, disons les tomates, poussez dans la zone 1. L'année prochaine, vous les déplacerez vers la zone 2. À leur place, dans la zone 1, vous planterez par exemple des légumineuses qui enrichissent le sol en azote, exactement ce qu'il faut après des cultures gourmandes comme les tomates. Si vous aviez des carottes dans la zone 3, vous y mettrez des choux l'année suivante. Et ainsi de suite, en cercle. Après 4 ans, les tomates reviendront à leur point de départ, sur un sol qui aura eu le temps de se reposer et de se régénérer. Tenez impérativement compte des précédents culturaux. Il y a les bons et les mauvais. Les meilleurs précédents, pour la plupart des espèces, sont par exemple les légumineuses, les concombres, l'oignon ou les choux précoces. Par contre, évitez absolument de planter des tomates après des pommes de terre, car ils partagent les mêmes maladies. Consultez les tableaux de compatibilité et de succession des cultures. On en trouve beaucoup sur Internet ou dans les livres spécialisés. Établissez ce plan pour 3 à 4 ans à l'avance. Certes, cela demande un peu de temps, mais c'est un travail ponctuel qui vous fera économiser énormément d'efforts, d'argent en produits phytosanitaires, et surtout, vous garantira des récoltes saines et abondantes. Ce plan de rotation, que vous établirez idéalement en décembre, est votre véritable feuille de route vers le succès pour les années à venir. Le dernier volet de cette première grande étape
consiste à peaufiner la conception de vos parcelles et à planifier vos futures plantations dans les moindres détails. Répartir les espèces sur votre parcelle en suivant la rotation des cultures, ce n'est que la moitié du chemin. Il faut maintenant optimiser l'espace et assurer un bon voisinage entre elles. Attardons-nous sur le concept de la culture associée ou compagnonnage. Certaines plantes, lorsqu'elles sont plantées à proximité, se rendent service mutuellement. Elles repoussent les nuisibles, attirent les pollinisateurs bénéfiques, améliorent la saveur de leurs voisins ou lui offrent même un peu d'ombre en période de canicule. D'autres, à l'inverse, s'inhibent, soit en se faisant concurrence pour les ressources, soit en libérant des substances nocives dans le sol. L'exemple classique d'une association réussie, c'est la carotte et l'oignon. L'oignon repousse la mouche de la carotte grâce à son odeur forte, tandis que la carotte éloigne la mouche de l'oignon. C'est une symbiose idéale. Autre duo gagnant, les tomates et le basilic. Le basilic améliore non seulement le goût des tomates, mais éloigne aussi certains ravageurs. Quant aux œillets d'Inde, plantés tout autour de vos parcelles, ils agissent comme une véritable barrière biologique contre les nématodes et autres nuisibles du sol. Votre mission en décembre est d'étudier ces interactions et de concevoir vos planches de culture pour qu'elles accueillent non pas des monocultures, mais de véritables communautés végétales harmonieuses. Sur votre plan, dessinez précisément l'emplacement de chaque espèce. Par exemple, vous interplanterez du basilic et des œillets d'Inde nains avec vos rangées de tomates. Entre les rangs de choux, vous sèmerez de l'aneth qui attirera les entomophages bénéfiques qui se nourrissent des pucerons. Près des concombres, plantez des haricots qui leur fourniront de l'azote supplémentaire. Mais attention, il y a aussi des antagonistes. Par exemple, le fenouil et le haricot se nuisent mutuellement et les pommes de terre et les concombres sont de mauvais voisins. Lorsque vous établissez votre plan, tenez absolument compte de la hauteur des plantes et de leurs besoins en lumière. Placez les cultures hautes, comme le tournesol ou le maïs, du côté nord de la parcelle, afin qu'elles n'ombragent pas leurs voisins plus petits. Pensez aussi à exploiter l'espace vertical. Prévoyez impérativement des treillis, des filets ou des arches pour les concombres, les haricots grimpants, les pois, certaines courges et même quelques variétés de melons. Cela vous fera non seulement gagner de la place sur la parcelle, mais améliorera aussi l'aération des plantes, ce qui est une excellente méthode de prévention contre les maladies fongiques. Réfléchissez également à la largeur des allées entre vos planches. Elles doivent être suffisamment larges et confortables pour pouvoir circuler avec une brouette ou un arrosoir. Enfin, calculez le nombre exact de plants dont vous aurez besoin. En fonction de la taille de vos parcelles et des schémas de plantation recommandés, estimez le nombre de pieds de tomates, de poivrons ou de choux que vous devrez semer ou acheter. Cela vous sera très utile lors de la prochaine étape, l'achat des semences. Vous éviterez ainsi d'acheter en trop ou, au contraire, d'oublier des éléments essentiels. Ce plan détaillé des plantations est votre plan directeur pour la saison à venir. Au printemps, vous pourrez agir comme un chef de chantier expérimenté, avec précision, assurance et sans la moindre erreur. Nous entamons la deuxième étape cruciale et elle est consacrée à l'aspect le plus magique du jardinage, les semences. Ce sont de petites capsules de vie renfermant le programme de nos futurs daims récoltes. La façon dont nous les traitons est absolument déterminante. La première partie de cette étape est un inventaire complet et une révision de vos stocks de graines. Au fil du temps, chaque jardinier, même débutant, accumule sa précieuse boîte, parfois même tout un tiroir, rempli de sachets de graines colorées. Décembre est le moment idéal pour mettre de l'ordre dans cette mine d'or. Sortez absolument tout. Classez les sachets par culture, les tomates avec les tomates, les concombres avec les concombres, les fleurs avec les fleurs. Examinez maintenant chaque sachet attentivement. Le point crucial, c'est la date de péremption.
Elle est toujours indiquée sur l'emballage. Si la date est dépassée d'1 ou 2 ans, ce n'est pas encore fatal, mais c'est un signal d'alarme. Si vos graines ont 5 à 7 ans, leur taux de germination sera très probablement extrêmement faible, voire nul. Mettez immédiatement de côté tous les sachets dont la date de péremption est irrémédiablement dépassée. Ne les regrettez pas. Ils ne feraient qu'encombrer et vous apporteraient que la déception au printemps. L'étape suivante est le test de germination pour toutes les graines dont la date de péremption est proche ou douteuse. C'est un test très simple, mais essentiel, qui vous fera gagner du temps et de la place dans vos caissettes de semis. Prenez une petite assiette ou une coupelle. Placez-y une serviette en papier humide, un disque de coton ou un morceau de papier toilette plié en plusieurs couches. Sur ce support humide, disposez très exactement 10 graines provenant du sachet que vous testez. Recouvrez d'une autre serviette humide. Placez votre coupelle dans un sac en plastique pour créer un effet de serre, puis mettez-la dans un endroit chaud, comme le dessus d'un meuble de cuisine ou près d'un radiateur. Pensez à vérifier et à maintenir l'humidité régulièrement. Après quelques jours, le délai varie selon la culture, les graines commenceront à germer. Au bout d'une semaine ou deux, comptez combien de graines sur les 10 ont germé. Si 8 ou 9 ont germé, la viabilité est excellente, vous pouvez semer sans crainte. Si 5 à 7 ont germé, la viabilité est moyenne. Il faudra semer en prévoyant une marge, c'est-à-dire plus densément que d'habitude. Si moins de 5 graines ont germé, il est préférable de vous en débarrasser. Elles vous feront perdre un temps précieux et de la place sans vous apporter de résultats. Notez impérativement les résultats de ce test. Après cette révision, triez les bonnes graines restantes. Séparez celles que vous prévoyez de planter cette saison de celles qui resteront en réserve pour l'instant. Vérifiez les quantités. Avez-vous assez de graines de votre variété de tomates préférée ou devez-vous en racheter? Cet inventaire vous donnera une vision claire de ce que vous possédez et de ce qu'il vous manque. Vous pourrez ainsi établir une liste d'achats précise et éviterez d'acheter l'inutile sous le coup d'une impulsion lorsque vous serez en jardinerie. C'est une approche raisonnée et économique qui fait partie intégrante de votre stratégie pour une récolte abondante. Ça y est. Maintenant que vous avez fait l'inventaire de vos besoins et de ce qui vous manque, il est temps de passer à l'activité hivernale préférée de tout jardinier, la sélection et l'achat des nouvelles semences. Attention, même ici, il faut garder la tête froide et éviter les achats impulsifs. Ce deuxième volet de notre guide de semis est consacré à l'art de faire le bon choix. Décembre et janvier sont les mois où les nouveaux catalogues de graines arrivent, avec les dernières nouveautés. Vous avez tout le temps d'étudier l'offre sans vous presser. Mais alors, sur quoi faut-il se concentrer en priorité? Verilolzin, l'adaptation à votre région. Le premier point essentiel est l'adaptation de la variété ou de l'hybride à votre zone climatique. Ne vous laissez pas séduire par des nouveautés exotiques, souvent mises en avant par des influenceurs vivant sous d'autres latitudes. Une tomate qui donne d'excellents résultats dans le sud de la France pourrait très bien ne pas arriver à maturité dans une région plus froide. Recherchez toujours les informations concernant la zone climatique pour laquelle cette variété est recommandée. Cela vous évitera bien des déceptions. Dobgarub 2. La précocité. Délai de maturité. Deuxième critère, la précocité. Toutes les cultures sont classées en variétés précoces, semi-précoces ou tardives. Si votre été est court, privilégiez les variétés précoces et semi-précoces. Les variétés tardives risquent de ne pas avoir le temps de produire avant les premières gelées. Inversement, si vous combinez des variétés ayant des cycles de maturation différents, vous pouvez étaler la période de récolte de juillet à octobre. 3. La résistance aux maladies. Troisièmement, la résistance aux maladies et aux conditions difficiles. Les fabricants indiquent un moment généralement sur l'emballage si l'hybride est résistant au mildiou, à la cladosporiose,
au virus de la mosaïque du tabac, et ainsi de suite. Si l'an dernier vous avez été touché par une maladie spécifique, optez cette saison pour des variétés qui y sont naturellement résistantes. Tenez également compte de caractéristiques comme la tolérance à la sécheresse, la résistance au froid, ou la capacité à supporter l'ombre selon les particularités de votre terrain. YAL 4, variété ou hybride F1. Quatrièmement, comprenez la différence entre une variété dite lignée pure et un hybride. La variété, lignée pure, est issue de la sélection naturelle ou scientifique. Elle est stable et transmet ses caractéristiques de manière héréditaire. Autrement dit, vous pouvez en récolter les graines et l'année suivante, la plante obtenue sera identique à la mère. Si vous êtes attaché aux traditions, que vous souhaitez produire vos propres semences et que vous aimez la diversité des saveurs et des formes, optez pour les variétés classiques. Les hybrides, F1, sont le résultat du croisement de deux variétés différentes, obtenues en première génération. Ils sont généralement plus productifs, plus résistants aux maladies et donnent des fruits plus uniformes. Par contre, il est inutile d'en récolter les semences. À la deuxième génération, il y aura ségrégation des caractères et le résultat sera imprévisible. Si vous recherchez un rendement élevé garanti et une forte résistance aux maladies, les hybrides F1 sont faits pour vous. Lisez attentivement la description sur le sachet. Toutes les informations essentielles y sont: la hauteur de la plante, le plan de plantation, les exigences en matière de sol et d'entretien. Ne vous fiez pas uniquement à la jolie photo. Votre mission de décembre est de devenir un analyste expert qui sélectionne ses graines, non pas par coup de cœur, mais sur la base de critères clairs et du plan de culture que vous avez établi précédemment. Vous avez dressé votre liste de semences essentielles. La question qui se pose maintenant est: où les acheter? Cet aspect est tout aussi crucial que le choix des variétés lui-même. Notre troisième étape concerne la navigation dans l'univers des fournisseurs de graines. Voici quelques règles d'or qui vous aideront à obtenir du matériel de qualité et à éviter de tomber dans le piège des arnaqueurs. Règle numéro 1. Faites confiance aux producteurs et vendeurs éprouvés. Tout jardinier expérimenté possède sa propre liste d'agro-entreprises fiables dont les semences sont rarement décevantes. Consultez les avis sur les forums, demandez conseil à vos amis jardiniers. Les grandes entreprises, établies depuis longtemps sur le marché, tiennent à leur réputation et appliquent un contrôle qualité très strict. En achetant des semences d'une marque inconnue, dans un emballage flashy, sur un étal de marché, vous risquez d'avoir des erreurs variétales, un taux de germination médiocre ou même carrément des graines de mauvaises herbes. Règle numéro 2. Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies. Si vous voyez sur Internet des publicités pour des graines de pastèques bleues, de fraisiers grimpants produisant toute l'année, ou de tomates carrées, il s'agit dans 99% des cas d'une arnaque. Les photos sont très probablement retouchées, et sous prétexte de miracle de la sélection, on vous enverra, au mieux, des graines de plantes ordinaires. Ces offres sont particulièrement fréquentes sur les grandes plateformes internationales. Ne succombez pas à la tentation de cultiver une bizarrerie, faites confiance à la science et au bon sens. Règle numéro 3. Comparez les différents canaux de vente. Les semences s'achètent en jardinerie, dans les magasins spécialisés ou directement auprès des producteurs en ligne, voire chez des collectionneurs. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. En jardinerie, vous pouvez inspecter le sachet, mais l'assortiment est souvent limité. Dans les boutiques en ligne, le choix est généralement plus vaste, permettant de dénicher des variétés rares. Mais il est crucial de choisir des plateformes fiables, de lire les avis sur le magasin et de faire attention aux frais de livraison. L'achat chez des collectionneurs privés est excellent pour obtenir des variétés uniques, anciennes ou familiales, introuvables dans le commerce de masse. Cependant, il existe un risque d'erreur variétale,
car la pollinisation croisée sur une petite parcelle est un phénomène courant. Recherchez des collectionneurs avec une solide réputation et de nombreux retours positifs. Règle numéro 4, n'attendez pas le printemps pour acheter. C'est en décembre et janvier que l'assortiment est le plus complet. Au printemps, les variétés et hybrides les plus prisés peuvent déjà être épuisés. En commandant durant l'hiver, vous recevrez vos graines sans précipitation ni stress et vous serez totalement prêt pour le début de la saison. De plus, de nombreuses entreprises offrent des réductions et des promotions pour les commandes précoces. C'est l'occasion non seulement d'acheter à coup sûr ce qu'il vous faut, mais aussi de faire quelques économies. Votre mission est de sonder le marché, de sélectionner 2 ou 3 sources fiables et de passer commande conformément à votre liste. Cela vous assurera un matériel de semis de qualité, ce qui est déjà la moitié du chemin vers la réussite. Bravo, la partie la plus excitante est derrière vous. Vos nouveaux et précieux sachets de graines sont enfin là. Cependant, le travail ne s'arrête pas à l'achat. Pour qu'elles conservent toute leur viabilité jusqu'au printemps, un stockage approprié est indispensable. C'est l'objet de notre 4e et dernier point de cette 2e étape. L'organisation de votre semencier. Il est impensable de jeter tous les sachets dans un tiroir et de les oublier jusqu'en mars. Les graines ont 3 ennemis jurés, la chaleur, la lumière et l'humidité. Notre mission est de les protéger absolument contre ces facteurs destructeurs. Les conditions idéales pour la majorité des semences sont un endroit frais, sombre et sec. La température doit rester stable, sans fluctuations brusques, idéalement entre 5 et 15 degrés Celsius. Quant à l'humidité ambiante, elle ne doit pas dépasser 60%. Où trouver cet endroit idéal dans un appartement? La cuisine, avec ses variations extrêmes de chaleur et d'humidité, est absolument à proscrire. Idem pour le rebord de fenêtre, exposé au courant d'air et au soleil direct. Évitez aussi l'emplacement près d'un radiateur. Le bas d'une armoire dans la pièce la plus fraîche, un cellier ou des combles non chauffés sont de bons refuges. Certains jardiniers optent pour le réfrigérateur, souvent dans le compartiment de la porte. C'est une option acceptable, mais uniquement si vous garantissez une herméticité parfaite. L'humidité excessive du frigo pourrait détruire les graines. Si vous choisissez cette méthode, emballez impérativement les sachets en plusieurs couches. Par exemple, placez-les dans un bocal en verre avec un couvercle hermétique et, pour plus de sécurité, ajoutez un sachet de gel de silice, ces petits absorbeurs d'humidité qu'on trouve dans les boîtes de chaussures. Passons à l'organisation. Pour retrouver facilement et rapidement vos semences au printemps, la systématisation est essentielle. Plusieurs méthodes pratiques existent. Vous pouvez les classer par ordre alphabétique. Vous pouvez aussi les trier par culture, comme nous l'avions fait lors de l'inventaire. Mais le moyen le plus efficace reste de les organiser en fonction des dates de semis. Préparez plusieurs enveloppes ou compartiments dans votre boîte. Dans le premier, placez les semences de faune à semer très tôt sous abri en février, les poivrons, les aubergines, le céleri et certaines fleurs. Dans le second, mettez celles que vous sèmerez en mars. Tomates, poireaux. Dans le troisième, les semis d'avril, choux, astères. Réservez une enveloppe séparée pour les semences qui vont directement en pleine terre en mai. Concombres, courgettes, carottes, betteraves, herbes aromatiques. Et n'oubliez pas une dernière pochette pour les semis d'automne, ou semis sous abri hivernal. Ce système est d'une praticité incroyable. Quand l'heure des semis sonnera, vous n'aurez pas besoin de fouiller dans toute votre collection. Vous n'aurez qu'à prendre la bonne enveloppe. Pour le stockage physique, vous pouvez utiliser des albums photos à pochettes transparentes, des organiseurs spécifiques, des boîtes en plastique ou de simples cartons. L'essentiel y est que le système soit clair pour vous et qu'il assure la protection des semences. En créant dès décembre cette banque de semences ordonnée,
non seulement vous garantissez la bonne conservation de votre matériel de semis, mais vous vous simplifiez considérablement la vie durant la période intense du printemps. Nous abordons la troisième grande étape. Beaucoup la trouvent ennuyeuse, mais elle est essentielle pour un jardinage efficace et surtout sain. Nous allons parler de notre arsenal, les outils et équipements de jardinage. C'est justement en décembre, lorsque la terre dort sous la neige, que nous avons le temps de remettre de l'ordre chez nos fidèles compagnons. Le premier volet de cette étape est le nettoyage en profondeur et la désinfection. Rappelez-vous la fin de saison. Il y a de fortes chances que vous ayez jeté la bêche et le râteau à la hâte dans l'abri de jardin sans enlever la terre collée. Or, sur ces mottes de terre ou sur les lames de vos sécateurs et scies, peuvent survivre des spores de champignons, des bactéries et des œufs de nuisibles. Si au printemps vous utilisez ces outils sales, vous allez, de vos propres mains, propager les maladies sur toute votre parcelle. Notre premier objectif est donc de tout nettoyer à fond. Commencez par les bêches, les fourches, les râteaux et les binettes. Munissez-vous d'une brosse métallique rigide ou d'un grattoir et grattez minutieusement toute la boue séchée et la rouille. Insistez particulièrement sur les points de jonction entre le métal et le manche, car c'est là que la saleté s'accumule le plus. Après ce nettoyage mécanique, lavez les parties métalliques à l'eau chaude avec du savon noir ou un détergent classique. Ensuite, il est crucial de bien les sécher pour éviter l'apparition de nouvelles rouilles. L'étape suivante est la désinfection. Elle est impérative, surtout pour tous les outils de coupe, sécateurs, ébrancheurs, cisailles de jardin et scies. De nombreuses maladies dangereuses pour les plantes sont transmises directement par les coupes. Comment désinfecter? Le moyen le plus simple et accessible est d'essuyer les lames avec de l'alcool à 70 degrés ou un antiseptique à base d'alcool. Des produits de pharmacie, comme la chlorhexidine, conviennent également. Vous pouvez aussi utiliser des antiseptiques spécifiques pour le jardin, à base de cuivre ou d'autres substances actives. Certains jardiniers optent aussi pour une solution de permanganate de potassium d'un rose foncé. Trempez l'outil dans la solution quelques minutes ou frottez les lames avec un chiffon imbibé. Après la désinfection, l'outil doit être séché à nouveau. Maintenant, examinons les manches en bois. S'ils sont desséchés, fissurés ou donnent des échardes, ils doivent être traités. Poncez la surface avec du papier de verre pour la rendre parfaitement lisse. Imprégnez ensuite le manche d'huile de lin ou d'une huile spécifique pour le bois. Cela le protégera de l'humidité et de la pourriture et il vous servira bien plus longtemps. Si la peinture des manches peints s'écaille, pensez à la rafraîchir. Après toutes ces étapes, enduisez les parties métalliques d'une fine couche d'huile moteur ou de graisse consistante. Cela créera un film protecteur qui préviendra la corrosion durant l'hivernage. Vos outils seront comme neufs et prêts à reprendre du service. Ce travail, qui peut sembler fastidieux, est en réalité une marque de respect pour votre labeur et une véritable garantie de santé pour votre jardin. Un outil propre, c'est bien, mais un outil affûté, c'est encore mieux. Un sécateur émoussé ne coupe pas. Il écrase et déchire les tissus de la plante, laissant des plaies béantes. Ces blessures mettent beaucoup de temps à guérir et constituent des portes ouvertes aux infections. Une pelle mal affûtée demande 2 fois plus d'efforts pour bêcher. C'est pourquoi la deuxième étape de notre entretien technique est l'affûtage de tout ce qui est censé couper et creuser. Commençons par les sécateurs et les ébrancheurs. La plupart possèdent une lame coupante et une contre-lame, ou lame d'appui. Vous devez affûter uniquement la lame coupante, et ce, uniquement sur son côté extérieur, en conservant l'angle d'affûtage d'origine. N'essayez jamais d'aiguiser la face intérieure, celle qui est plate, vous ne feriez qu'endommager l'outil. Pour l'affûtage, vous pouvez utiliser des affûteurs spécifiques pour sécateurs, des fusils d'aiguisage, des pierres à aiguiser à grains fins, ou même des limes diamantées.
Si c'est votre première fois, regardez quelques tutoriels vidéo pour maîtriser la bonne technique. Les mouvements doivent être fluides, dans une seule direction, de la base de la lame vers la pointe. N'appuyez pas trop fort. Votre objectif est d'enlever une fine couche de métal pour restaurer le tranchant. Après quelques passages, testez le fil de la lame avec votre doigt très prudemment pour évaluer son mordant. Un sécateur bien affûté doit pouvoir couper facilement une feuille de papier. Une fois l'affûtage terminé, n'oubliez pas de lubrifier les pièces mobiles, le ressort et le mécanisme de verrouillage du sécateur avec de l'huile moteur. Passons maintenant aux scies et scies à élaguer. Leur affûtage est un processus plus complexe, nécessitant des compétences spécifiques et des outils dédiés, comme une lime tiers-point pour avoyer et affûter les dents. Si vous n'êtes pas sûr de vous, il vaut mieux confier votre scie à un professionnel. Mais si vous décidez de le faire vous-même, étudiez la théorie. Comment avoyer correctement les dents et quel angle d'affûtage maintenir. N'oubliez pas les pelles, les binettes et les sarcloirs. Oui, ils doivent aussi être affûtés. Une pelle aiguisée pénètre bien plus facilement dans la terre, surtout si elle est dense ou argileuse. Pour affûter ces outils, vous pouvez utiliser une lime ordinaire ou une meuleuse, une disqueuse équipée d'un disque à lamelles. Vous devez aiguiser le bord coupant en créant un chanfrein sur la face avant. Il n'est pas nécessaire d'atteindre le tranchant d'un rasoir, mais le bord doit être nettement plus aiguisé qu'il ne l'était auparavant. Cela vous facilitera grandement tout le travail de printemps. Et enfin, pensez aux lames de la tondeuse et du coupe-bordure. Des lames émoussées ne coupent pas l'herbe, elles la déchirent, ce qui fait jaunir les pointes et donne au gazon un aspect négligé. Démontez la lame de votre tondeuse, après l'avoir débranchée ou retirez l'antiparasite de la bougie pour les modèles thermiques. Serrez-la dans un étau et affûtez-la à l'aide d'une lime ou d'une meule, tout en maintenant l'équilibrage. Cela signifie que vous devez enlever la même quantité de métal des deux côtés. Sinon, le déséquilibre provoquera des vibrations qui pourraient endommager le moteur. En consacrant quelques heures à l'affûtage en décembre, vous économiserez des dizaines d'heures et une quantité phénoménale d'énergie en pleine saison. Au-delà des outils à main, de nombreux jardiniers possèdent des machines plus complexes qui nécessitent, elles aussi, un entretien hivernal. La révision et la préparation pour l'hiver des motoculteurs, des motobineuses, des tondeuses à gazon et des systèmes d'arrosage constituent donc une étape cruciale. Commençons par l'équipement thermique, c'est-à-dire à essence. Si vous l'avez simplement remisé dans l'abri avec du carburant résiduel dans le réservoir, de mauvaises surprises pourraient vous attendre au printemps. Pendant l'hiver, l'essence peut se dégrader, se stratifier et former des dépôts qui obstrueront le circuit de carburant et le carburateur. La première chose à faire est donc de bien préparer votre machine pour le remisage. Il existe deux méthodes. La première consiste à vidanger complètement tout le carburant du réservoir et du carburateur. Pour ce faire, démarrez le moteur et laissez-le tourner jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même. Cela garantit que les conduites de carburant restent sèches et propres. La seconde méthode est, à l'inverse, de remplir le réservoir avec de l'essence fraîche à laquelle vous aurez ajouté un stabilisateur de carburant spécifique. Ce stabilisateur empêche l'essence de s'oxyder ou de se dégrader et préserve ses propriétés pendant de nombreux mois. Cette approche a l'avantage de protéger les parois internes du réservoir contre la corrosion. Pour savoir quelle méthode privilégier, consultez le manuel d'utilisation de votre équipement. L'étape obligatoire suivante est la vidange de l'huile moteur. Au fil des saisons, l'huile accumule des sous-produits d'usure et des résidus de combustion. Laisser ce mélange sale dans le carter tout l'hiver est une très mauvaise idée. Les composés acides présents dans l'huile usagée peuvent provoquer la corrosion des pièces internes du moteur. Par conséquent, en fin de saison, il faut vidanger l'ancienne huile pendant que le moteur est encore chaud et la remplacer par une huile neuve conforme aux recommandations du fabricant.
Vous devez également nettoyer ou remplacer le filtre à air. Un filtre encrassé empêche le moteur de respirer, ce qui entraîne une perte de puissance et une augmentation de la consommation de carburant. Nettoyez le châssis de la machine, débarrassez-le de la terre et de l'herbe. Vérifiez et resserrez tous les écrous et boulons si nécessaire. Dévissez la bougie d'allumage et inspectez-la. S'il y a un dépôt de calamine important, nettoyez-la ou remplacez-la. Vous pouvez verser quelques gouttes d'huile moteur par le trou de la bougie et faire tourner lentement le vilebrequin à la main, 2 ou 3 fois, afin de lubrifier les parois du cylindre. Ensuite, remettez la bougie en place. Passons maintenant au système d'arrosage. Les tuyaux doivent être complètement vidés de leur eau, sinon le gel les ferait éclater. Enroulez-les et suspendez-les dans un endroit sec. Inspectez tous les raccords, les pistolets arroseurs et les asperceurs. Nettoyez-les pour enlever la saleté et les dépôts de tartre. Si vous disposez d'un système d'irrigation au goutte à goutte, vous devez également le purger, le vider de toute l'eau restante et le mettre à l'abri. Vérifiez vos pompes, le cas échéant. Assurez-vous qu'elles sont bien sèches et stockées dans un local hors gel. Ce soin hivernal que vous apportez à votre équipement est la garantie qu'au printemps, il démarrera au quart de tour et vous servira fidèlement. Une fois que tout votre matériel est nettoyé, affûté et bien entretenu, il est temps de passer à la phase finale de l'hivernage. L'organisation parfaite de votre lieu de stockage, que ce soit le cabanon, le garage ou le local de rangement. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique. Un espace de travail bien organisé vous fait gagner du temps et de la sérénité, en plus de prolonger la durée de vie de vos équipements. Commencez par le désencombrement. Au fil des années, vous avez sûrement accumulé des choses inutiles. Boîtes de peinture vides, vieux seaux percés, outils cassés que vous n'avez jamais réparés, ou des chutes de bois et de films plastiques. Décembre est le moment idéal pour jeter tout ce bric-à-brac, sans le moindre regret. Vous serez surpris de la quantité d'espace libre que vous allez récupérer. Maintenant que l'espace est dégagé, réfléchissez à votre système de rangement. Le principe de base est simple. Tout doit être visible et facile d'accès. La pire erreur, c'est d'entasser le tout dans un coin. Vous perdrez un temps fou à chercher votre binette au fond de ce tas. Exploitez les murs. C'est l'espace le plus précieux et souvent le plus négligé. Fixez des crochets, des supports et des patères. Vous pourrez y suspendre pelles, râteaux et fourches. De cette façon, ils ne traîneront pas au sol et seront toujours à portée de main. Pour le petit outillage, comme les sécateurs, les transplantoirs ou les ciseaux, créez un panneau de rangement dédié. Prenez une planche de contreplaqué, fixez-la au mur et installez-y des clous ou des vis pour suspendre les outils. Vous pouvez même tracer le contour de chaque outil au marqueur pour indiquer clairement sa place. C'est un excellent réflexe pour rester organisé. Utilisez des étagères et des rayonnages. Ils sont parfaits pour stocker l'outillage électrique, les bidons d'huile, les engrais et les produits de traitement. Séparez bien les engrais organiques des engrais minéraux. Conservez les produits phytosanitaires dans une armoire ou une boîte verrouillable, hors de portée des enfants et des animaux. Pensez absolument à vérifier les dates de péremption de tous les produits et jetez sans pitié ceux qui sont périmés. Pour ranger la visserie, les clous, les boulons et autres petits éléments, les boîtes en plastique transparent ou les bocaux en verre sont idéaux. Ils permettent de voir immédiatement ce qu'ils contiennent. Faites l'inventaire de vos consommables. Dressez une liste de ce qu'il faudra racheter avant le printemps: gants, ficelles, fil de fer, étiquettes pour les semis, voiles d'hivernage ou film pour la serre. Ajoutez cela à votre liste de courses générales. Pensez aussi à l'éclairage et au confort. S'il fait sombre dans votre abri, installez de la lumière. Ajoutez un tapis en caoutchouc au sol pour rendre le travail plus agréable. Il peut être judicieux d'installer un petit établi pour les menues réparations.
En créant un système aussi ordonné et fonctionnel dès le mois de décembre, vous transformerez votre cabanon, d'un simple débarras, en un véritable atelier de jardinage. Au printemps, vous vous remercierez 1000 fois d'avoir tout organisé quand vous trouverez l'outil recherché en moins de 10 secondes. Nous voici arrivés à la 4e étape majeure, celle qui est dédiée à la base de tout, notre sol. Nous avons déjà analysé sa composition et nous allons maintenant aborder la manière de le protéger et de l'améliorer durant la période hivernale. Le premier point de cette étape est le paillage d'hiver. Laisser vos planches de culture à nu pendant l'hiver est l'une des erreurs les plus coûteuses. La terre nue subit de plein fouet les assauts des éléments. Elle est lessivée par les pluies, desséchée par le vent, elle gèle en profondeur et sa structure s'effondre. Au printemps, le résultat ? Une croûte dense et sans vie au lieu d'une terre meuble et fertile. Le paillage est une véritable couverture pour votre terre, qui la protège et travaille pour vos futures récoltes tout au long de l'hiver. Quelles sont les fonctions principales du paillage hivernal ? Premièrement, il protège le sol contre l'érosion. Les gouttes de pluie et l'eau de fonte ne viennent pas frapper la terre nue, ce qui évite de la lessiver et d'emporter la couche fertile. Deuxièmement, il empêche le gel profond. Sous une couche de paillis, le sol gèle moins et dégèle plus rapidement au printemps. Cela préserve la vie des micro-organismes bénéfiques et des vers de terre qui continuent leur travail même par temps froid. Troisièmement, le paillage supprime la croissance des mauvaises herbes. Les graines de nombreuses adventices qui se trouvent à la surface ne pourront tout simplement pas germer au printemps sous la couche protectrice. Quatrièmement, c'est une source de matière organique. Durant l'hiver et le printemps, la couche inférieure du paillis commence à se décomposer, enrichissant le sol en humus et en nutriments. Au printemps, il ne vous restera plus qu'à incorporer légèrement les résidus dans la couche superficielle du sol. Avec quoi peut-on pailler les planches de culture en hiver ? Il existe une multitude d'options et la plupart d'entre elles sont gratuites. Le matériau le plus efficace et le plus accessible, ce sont les feuilles mortes de votre jardin. Assurez-vous simplement que les feuilles sont saines et exemptes de maladies. Ramassez-les et recouvrez vos planches d'une couche de 10 à 15 cm. La paille ou le foin sont également excellents. Ils forment une couche aérée et souple qui protège parfaitement contre le gel. La tonte de gazon, coupée et séchée, est une bonne option si vous avez tondu jusqu'à la fin de l'automne. Vous pouvez aussi utiliser de l'écorce broyée, des copeaux de bois ou de la sciure. Attention toutefois aux sciures fraîches, en se décomposant, elles provoquent une fin d'azote dans le sol. Il est donc préférable de les utiliser après compostage ou de les compenser avec des engrais azotés au printemps. Un autre excellent matériau est le compost. Si vous disposez de compost mûr, étalez-le sur une couche de 5 à 7 cm à la surface de vos planches. C'est à la fois un paillage et un merveilleux amendement organique. Quand faut-il pailler ? Il ne faut pas le faire trop tôt. Attendez que les premières gelées légères soient pipassées et que la couche supérieure du sol soit légèrement gelée. Si vous couvrez une terre trop chaude et humide, le paillis peut devenir un refuge idéal pour les rongeurs, notamment les souris. En recouvrant vos planches de cette couverture organique, vous faites un investissement majeur dans la santé et la fertilité de votre sol. Poursuivons sur notre lancée et abordons le cœur de tout jardin vivant, le tas de compost. Beaucoup croient que le processus de compostage s'interrompt durant l'hiver. Ce n'est pas exact. Certes, il ralentit, mais il ne cesse jamais complètement, surtout au cœur du tas où la chaleur interne peut maintenir une température positive. La deuxième étape de notre démarche concerne la bonne gestion du compost en hiver. Si vous possédez déjà un tas ou un bac à compost, votre objectif en décembre est double, le préparer pour la saison froide tout en continuant à l'alimenter. Avant les premières fortes gelées,
il est préférable de bien couvrir votre compost. Cela permettra de conserver la chaleur et l'humidité interne, et surtout de protéger les précieux nutriments du lessivage causé par la pluie ou la neige. Qu'utiliser pour la couverture? Un vieux tapis, un morceau de linoléum, une bâche noire, ou même simplement un tapis épais de paille ou de feuilles mortes fera l'affaire. Si jamais votre compost s'est trop asséché durant l'automne, il est crucial de l'humidifier. Versez-y quelques arrosoirs d'eau. Rappelez-vous, l'humidité idéale pour le compostage est celle d'une éponge que l'on vient d'essorer. Un compost trop sec est inactif. Durant l'hiver, nous continuons de produire de précieux déchets organiques dans nos cuisines, épluchures de légumes, marcs de café, sachets de thé, coquilles d'œufs. Surtout, ne jetez pas ce trésor. Ces éléments sont de fantastiques composants verts, extrêmement riches en azote. Comment les incorporer en hiver? Évitez de les déposer simplement sur la surface gelée. Percez plutôt un trou au centre de votre couverture et déversez les déchets frais en veillant à les enfouir profondément. Refermez ensuite l'ouverture. Cette technique stimule l'activité des micro-organismes, qui travaillent au chaud, au centre du tas. D'autres ingrédients se joignent au reste de cuisine en hiver. Pensez, par exemple, aux cendres de bois de votre poêle ou de votre cheminée. C'est une source inestimable de potassium, de phosphore et d'une panoplie d'oligo-éléments. Attention, la cendre a une réaction alcaline et en trop grande quantité, elle peut déséquilibrer le pH du compost. Utilisez-la avec modération, en la saupoudrant légèrement entre les couches de matière organique. L'hiver est également le moment d'ajouter au compost du carton déchiqueté, du papier non glacé et sans impression couleur, ainsi que de vieux textiles en coton. Ce sont des composants bruns, riches en carbone, indispensables pour assurer le bon équilibre. Si vous envisagez seulement de démarrer votre compost, sachez que décembre est une excellente période pour construire votre bac et commencer à accumuler les matériaux. Collectez vos déchets de cuisine, organisez-vous avec des voisins qui ont du bétail pour sécuriser votre fumier pour le printemps. Et stockez vos feuilles mortes dans des sacs. Créer son propre compost est l'art de transformer de simples déchets en véritable or noir pour votre potager. C'est la méthode la plus écologique et la plus économique pour obtenir un fertilisant de haute qualité. Il revitalisera votre sol, en améliorera la structure et apportera à vos plantes tous les nutriments essentiels dont elles ont besoin. Il existe une autre technique agronomique très efficace pour améliorer la qualité de votre sol, et c'est justement en hiver qu'il faut y penser. Il s'agit des engrais verts, parfois aussi appelés sydrates. Les engrais verts sont des cultures que l'on sème non pas pour la récolte, mais spécifiquement pour enrichir et structurer le sol. On les fauche ensuite pour les incorporer à la terre ou, alternativement, on les laisse en surface pour servir de paillage. Le troisième point de notre quatrième étape est dédié à la planification de l'utilisation de ces engrais verts. Bien qu'il soit souvent trop tard pour les semer en décembre, sauf dans les régions aux hivers très doux, c'est maintenant qu'il faut décider où, quand et quel type d'engrais verts vous allez utiliser la saison prochaine. Comment fonctionnent les engrais verts? Premièrement, leur système racinaire puissant pénètre profondément le sol, l'ameublit et le structure. Cela améliore considérablement la circulation de l'air et de l'eau. Les racines agissent comme des pompes, remontant les nutriments des couches profondes vers la surface. Deuxièmement, en développant une importante biomasse verte, ils enrichissent le sol en matière organique, azote et autres nutriments essentiels après fauchage et incorporation. C'est littéralement un compost qui pousse directement sur vos planches de culture. Troisièmement, beaucoup d'engrais verts possèdent des vertus assainissantes. Ils étouffent la croissance des mauvaises herbes, repoussent certains nuisibles comme le ver fil de fer et aident à désinfecter le sol des agents pathogènes. Quels engrais verts choisir?
Il en existe une grande variété, chacun ayant des caractéristiques uniques. Les crucifères, comme la moutarde blanche, le radis fourragé ou le colza, sont excellents. Ils poussent très rapidement, produisent une biomasse conséquente et sont parfaits pour étouffer les adventices et assainir la terre. Ils sont idéaux pour un semis très précoce au printemps, avant la culture principale, ou à l'automne après la récolte. Les légumineuses, vesses, trèfles, lupins, pois fourragés, sont uniques car leurs racines hébergent des bactéries capables de fixer l'azote atmosphérique et de l'accumuler dans le sol. Ce sont les meilleurs précédents culturaux pour les plantes très gourmandes en azote, comme le chou ou la courge. Les céréales, seigle, avoine, blé, sont réputés pour leur puissant système racinaire fasciculé, parfait pour ameublir et structurer même les sols argileux les plus lourds. Le seigle d'hiver, semé à l'automne, est l'une des meilleures solutions pour revitaliser une terre fatiguée. Il existe aussi d'autres options, comme la facélie, une excellente plante mellifère, universelle et adaptée à tous les types de sols, ou le sarrasin, qui enrichit la terre en phosphore et en potassium. Votre mission en décembre est donc de prendre le plan de votre potager et d'identifier les parcelles que vous souhaitez améliorer grâce aux engrais verts. Par exemple, une planche destinée aux choux, la saison prochaine, pourrait être semée très tôt, au printemps, avec un mélange d'avoine et de vesse. En 1 mois et demi, ils auront produit une biomasse de qualité. Vous les faucherez, les incorporerez, et 2 semaines plus tard, vous pourrez planter vos jeunes plants de choux dans une terre déjà préparée et fertilisée. Autre exemple, une parcelle libérée par les pommes de terre précoces pourra être semée en moutarde dès juillet afin d'étouffer les adventices et d'assainir le sol avant l'automne. Ajoutez les graines d'engrais verts à votre liste de courses. C'est un investissement peu coûteux, mais incroyablement efficace pour la santé à long terme de votre potager. Maintenant que nous avons préparé le terrain, moralement et physiquement, nous abordons la section finale de notre 4e étape. Celle-ci porte sur la planification précoce et l'achat des éléments essentiels qui pourraient manquer à votre jardin pour être au top de sa forme. Nous parlons ici des amendements et des engrais. Grâce à notre analyse, nous savons exactement ce dont notre sol a besoin. Il est temps d'établir un plan d'achat précis. Mais pourquoi faire ces emplettes en plein hiver? Premièrement, tout comme pour les graines, il n'y a pas la même ruée pendant la saison froide. Vous pouvez étudier le marché sereinement, comparer les prix et choisir les meilleurs fournisseurs. Au printemps, les tarifs des produits les plus demandés, tourbe, compost, terreau, risquent d'exploser. Deuxièmement, si vous avez besoin de gros volumes, par exemple, un camion de fumier ou de compost, les fournisseurs disposent souvent de plus de temps et de matériel en hiver. Il est donc plus facile d'organiser la livraison. Alors, de quoi pourrions-nous avoir besoin? Si l'analyse a révélé un sol acide, il vous faudra des produits pour le chaulage. Les plus courants sont la dolomie, qui apporte non seulement du calcium, mais aussi du magnésium, ou la chaux éteinte, parfois appelée chaux hydratée. Calculez la quantité requise en fonction du pH et du type de votre sol. Les doses sont plus élevées pour les terres argileuses que pour les terres sableuses. L'idéal est de les incorporer à l'automne avant le bêchage, mais si vous avez manqué le coche, cela peut encore se faire au début du printemps. Si votre sol est lourd et argileux, il manque de légèreté et d'aération. Dans ce cas, vos meilleurs alliés seront le sable de rivière grossier, la tourbe noire ou un compost bien mûr. Ils allégeront la structure et amélioreront le drainage. Inversement, si votre sol est trop léger, sableux et ne retient pas l'humidité, vous devez incorporer des matériaux qui absorbent l'eau. Il s'agit du même compost, du fumier bien décomposé, de la farine d'argile ou du lombricompost. Ces éléments agiront comme une éponge pour capter et retenir l'eau ainsi que les nutriments. Il se peut que votre jardin manque de matière organique. Dans ce cas, prévoyez d'acheter du fumier bien mûr, de cheval ou de vache, de la fiente de volaille, à utiliser avec une extrême prudence bien diluée,
ou du lombricompost prêt à l'emploi se produit du travail des vers de terre. C'est un engrais organique concentré et très équilibré. Outre la matière organique, des engrais minéraux peuvent être nécessaires pour corriger des carences spécifiques identifiées par l'analyse. Par exemple, le superphosphate pour combler un manque de phosphore, ou le sulfate de potassium pour un apport en potasse. Établissez une liste détaillée. Quoi, en quelle quantité et pour quelle parcelle. Trouvez vos fournisseurs, comparez les prix et organisez éventuellement une livraison pour le début du printemps. Cette approche stratégique vous permettra d'attaquer la nouvelle saison parfaitement équipée avec tout le nécessaire pour bâtir un sol idéal, la fondation de vos futures récoltes records. C'est la marque d'un jardinier professionnel et prévoyant. Nous arrivons à la 5e et dernière étape de notre préparation hivernale. Et cette fois, elle n'est pas consacrée aux planches de culture, aux semences ou aux outils. Elle vous est dédiée, à vous, le jardinier le plus essentiel. Décembre est le moment idéal pour investir dans vos connaissances et vos compétences. Le premier pilier de cette étape est la lecture et la formation. Le jardinage est une science à part entière, en constante évolution. De nouvelles variétés, de nouvelles technologies, de nouvelles approches de protection des plantes émergent sans cesse. Pour rester à jour et éviter les erreurs, il est crucial d'apprendre continuellement. Les longues soirées d'hiver sont parfaites pour se plonger dans le monde de la littérature de jardinage. Par où commencer? Par les ouvrages fondateurs. Recherchez les livres d'auteurs reconnus axés sur l'agriculture biologique et l'approche naturelle. Ces lectures posent la bonne philosophie. Elles vous apprennent à comprendre la nature plutôt qu'à la combattre. Elles expliquent le fonctionnement de la vie du sol et comment créer un écosystème équilibré dans votre propre jardin. En parallèle de ces œuvres fondamentales, étudiez aussi les guides pratiques. Procurez-vous une bonne encyclopédie illustrée des cultures potagères. Vous y trouverez des informations détaillées sur l'agrotechnique de chaque plante, des dates de semis aux techniques de taille et de palissage. Ce sera votre livre de chevet pour les années à venir. Ne négligez pas la presse spécialisée pour jardiniers. Elle publie souvent des articles d'actualité, des conseils d'anciens jardiniers chevronnés, des calendriers lunaires et des revues de nouveautés. Abonnez-vous à une ou deux publications qui vous plaisent. Vous accumulerez une foule d'idées utiles pendant l'hiver. Créez-vous absolument un carnet de jardinage ou un fichier informatique où vous noterez les points les plus intéressants et importants pour vous. Ne vous fiez pas uniquement à votre mémoire. Notez les recettes de fertilisation, les schémas de cultures associées, les noms de variétés préférées, les coordonnées des pépinières. Ce carnet deviendra votre encyclopédie personnelle du savoir. Mettez un accent particulier sur l'étude des maladies et des ravageurs que vous avez rencontrés la saison dernière. Cherchez sur Internet des photos de qualité pour apprendre à identifier le problème au stade précoce. Étudiez les différentes méthodes de lutte, agronomiques, comme la rotation des cultures, ou la plantation correcte, biologique, comme l'attraction d'insectes auxiliaires, ou l'utilisation de biopréparation, et chimiques. Il est crucial de savoir quel produit est efficace contre quel problème et comment l'appliquer correctement pour ne nuire ni à vous-même ni à l'environnement. Plus vous en saurez, plus vous vous sentirez à l'aise. La connaissance est l'outil le plus puissant du jardinier. Elle vous permet de prendre les bonnes décisions et d'obtenir des récoltes constamment abondantes. Faites de décembre votre semestre d'études personnelles. Au XXIe siècle, l'apprentissage ne se limite plus aux livres et aux revues. Internet nous offre des possibilités infinies d'acquérir de nouvelles connaissances. La deuxième étape de notre parcours éducatif consiste à maîtriser les ressources en ligne. Et là, bien sûr, le contenu vidéo est roi. Sur des plateformes comme YouTube,
On trouve des centaines, voire des milliers de chaînes dédiées au jardinage et au potager. Votre objectif est de trouver des créateurs qui vous correspondent, par leur état d'esprit, leur approche de la culture et, point crucial, qui se trouvent dans une zone climatique similaire à la vôtre. Suivre les conseils d'un blogueur des tropiques, alors que vous vivez en région montagneuse, par exemple, c'est peut-être divertissant, mais peu utile. Cherchez vos propres experts régionaux. Quels critères prendre en compte au moment de choisir vos chaînes? Observez la manière dont l'auteur présente ses informations. Est-ce qu'il se contente de montrer de belles images ou bien explique-t-il en détail le pourquoi du comment de ses actions? Partage-t-il ses succès, mais aussi ses échecs? Un blogueur honnête et expérimenté parlera toujours de ses erreurs, et ce sont souvent les leçons les plus précieuses. Créez-vous une liste de lecture de vidéos utiles, comment tailler correctement les tomates, comment lutter contre les pucerons avec des remèdes naturels, comment aménager une butte de culture chauffante. Durant l'hiver, vous avez tout le temps de visionner ces vidéos à votre aise et de bien saisir tous les détails. Au-delà des vidéos, il existe une quantité impressionnante de forums de jardinage et de groupes thématiques sur les réseaux sociaux. Ce sont de véritables mines d'or de l'intelligence collective. Là, vous pouvez poser n'importe quelle question, même celle qui vous paraît la plus bête, et obtenir des réponses de dizaines de jardiniers expérimentés. Vous pouvez poster la photo d'une plante malade et l'on vous aidera à identifier la cause du problème. Partagez votre difficulté et vous recevrez une foule de conseils pour la surmonter. N'hésitez pas à interagir, à demander, à partager votre propre expérience. C'est incroyablement enrichissant. Un autre outil puissant, ce sont les cours en ligne et les webinaires. De nombreux agronomes, paysagistes et jardiniers chevronnés proposent des programmes de formation payants ou gratuits. Cela peut prendre la forme d'un cours sur la culture des roses, d'un webinaire sur la permaculture ou d'une masterclass sur la taille des arbres fruitiers. C'est une information structurée et concentrée, délivrée par un professionnel. Certes, certains cours sont payants, mais cet investissement sera largement rentabilisé car il vous évitera de commettre des erreurs coûteuses. Abonnez-vous aux newsletters de quelques entreprises agricoles ou jardineries. Elles envoient souvent des articles pertinents, des conseils pratiques et des informations sur les promotions. Profitez de l'hiver pour devenir un membre actif de la communauté des jardiniers en ligne. C'est non seulement utile, mais aussi passionnant. Vous réaliserez que vous n'êtes pas seul dans votre passion et vous rencontrerez de nombreux autres enthousiastes. Malgré tous les avantages de la formation en ligne, rien ne remplace le contact humain et l'échange d'expériences. Le troisième volet de notre 5e étape, c'est justement de sortir du virtuel pour plonger dans le monde réel des jardiniers. L'hiver, surtout dans les grandes métropoles, est la saison idéale pour les expositions thématiques, les salons et les conférences. Soyez attentifs aux affiches et aux programmes dans votre région. Les centres culturels, les jardins botaniques ou même les grandes jardineries organisent souvent des rencontres avec des agronomes renommés, des sélectionneurs ou des paysagistes. Assister à ces conférences est une occasion unique, non seulement de recevoir des informations de première main d'un expert reconnu, mais aussi de lui poser vos propres questions, celles qui vous tiennent particulièrement à cœur. N'oubliez pas d'emporter un carnet et un stylo pour noter les points essentiels. Ces événements sont aussi d'excellents lieux pour rencontrer d'autres jardiniers passionnés et échanger des contacts. Une autre excellente opportunité de développement est d'adhérer à un club local de jardiniers ou de maraîchers. Ces associations existent dans de nombreuses villes et villages. Les membres se rencontrent régulièrement, partagent leur expérience, des graines, des plants. Ils organisent des achats groupés d'engrais ou de terreau à des prix de gros. Ils invitent des conférenciers et organisent des expositions des récoltes. Faire partie d'une telle communauté, c'est rester au courant des informations les plus pertinentes,
adaptés spécifiquement à votre région. Vous apprendrez quelles variétés ont donné les meilleurs résultats dans votre département la saison dernière, comment lutter contre les nuisibles locaux ou où trouver le meilleur fumier de cheval. C'est une expérience pratique inestimable qu'aucun livre ne pourra vous offrir. S'il n'existe pas de club officiel dans votre commune, pourquoi ne pas envisager d'en créer un? Commencez modestement. Réunissez quelques voisins passionnés par la terre, tout comme vous. Organisez une soirée conviviale où chacun partagera ses réussites et ses échecs de la saison passée. Un tel échange est incroyablement enrichissant. N'oubliez pas non plus de dialoguer avec vos voisins du jardin. Il y a sûrement parmi eux des jardiniers expérimentés de la vieille école qui connaissent tout de l'agriculture locale. N'hésitez pas à aller les voir et à leur demander conseil. Ces personnes sont souvent ravies de partager leurs secrets accumulés au fil des décennies. Montrez du respect pour leur savoir et vous gagnerez un mentor des plus précieux. Le contact direct procure de l'énergie, inspire de nouvelles réalisations et permet d'éviter bien des erreurs. Profitez de ce calme hivernal pour établir ces connexions sociales essentielles dans le monde du jardinage. Et nous arrivons maintenant au 20e et dernier module, celui qui vient parachever notre système de préparation en 5 étapes. Nous avons analysé le passé, planifié l'avenir, préparé l'inventaire, les semences et le sol, et acquis de nouvelles connaissances. Il nous reste maintenant l'essentiel, nous mettre nous-mêmes en mode succès. Ce module est entièrement consacré à la définition d'objectifs et à la visualisation. Simplement, vouloir une grosse récolte est bien trop abstrait. Pour obtenir des résultats, votre objectif doit être spécifique, mesurable et réaliste. Asseyez-vous au calme et réfléchissez. Que signifie une grosse récolte pour vous la saison prochaine? Peut-être souhaitez-vous ramasser 10 seaux de pommes de terre de première qualité, ou préparer 30 litres de jus de tomate avec vos propres fruits. Ou alors, votre objectif est peut-être de cultiver un énorme potiron de 10 kilos et d'épater tous vos voisins. Écrivez vos objectifs. Par exemple, 1. Récolter au moins 5 kilos de concombres par plant. 2. Assurer entièrement l'approvisionnement familial en légumes verts de mai à octobre. 3. Cultiver 3 nouvelles variétés, par exemple le gombo, la physalis et la bête à carde. 4. Finalement, éliminer le taupin du champ de pommes de terre. Une fois vos objectifs écrits, ils ne sont plus de simples rêves, ils deviennent un véritable plan d'action. Maintenant, passez à la visualisation. C'est un outil psychologique puissant qui aide notre cerveau à se concentrer sur l'atteinte du but. Imaginez votre futur potager dans les moindres détails. Voyez ses rangées bien droites et paillées, ses concombres palissés sur des treillis, chargés de fruits fermes et croquants, ses pieds de tomates robustes, gorgés de jus rouge. Sentez le parfum des pois en fleurs, entendez le bourdonnement des abeilles. Imaginez-vous en train de cueillir une fraise mûre, chauffée par le soleil, et de la porter à votre bouche. Imaginez que vous entrez dans votre cellier et que les étagères ploient beau sous le poids des bocaux remplis de vos conserves. Plus cette image est vive et détaillée dans votre esprit, plus votre motivation sera forte. Une excellente façon d'ancrer cette image est de créer un tableau de visualisation ou une carte des rêves Bahana de votre potager. Prenez une grande feuille de carton ou un panneau de liège. Dans de vieux magazines ou sur Internet, trouvez et imprimez de belles photos des légumes, fleurs et fruits que vous souhaitez cultiver. Collez-les sur votre tableau. Ajoutez-y des images de parterres parfaits, de serres magnifiques et de jardiniers heureux avec des récoltes abondantes. Accrochez ce tableau bien en vue, afin qu'il vous rappelle chaque jour votre objectif et vous inspire. Cette dernière étape peut sembler moins concrète que d'aiguiser une pelle ou d'acheter des graines. Mais en réalité, elle unit toutes les étapes précédentes dans un système cohérent et vous fournit l'essentiel. Une source inépuisable d'énergie
et la foi en votre succès. Car une bonne récolte ne commence pas dans la terre, elle commence dans la tête. Voilà. Ce sont les 5 étapes fondamentales que nous avons explorées en détail. Faisons un rapide récapitulatif. Premièrement, l'analyse sans concession de la saison passée et la planification détaillée de la prochaine, incluant la rotation des cultures et les schémas de plantation. Deuxièmement, l'inventaire complet de vos graines, la sélection judicieuse et l'achat de nouveaux matériels, ainsi que la création d'une banque de semences bien organisée. Troisièmement, la mise en parfait état de tout votre arsenal, nettoyage, désinfection, affûtage des outils et entretien de l'équipement. Quatrièmement, le soin de la terre, paillage hivernal, entretien du compost et achat anticipé d'amendements ou d'améliorateurs de sol. Et cinquièmement, l'investissement personnel, formation, lecture, échange avec d'autres passionnés et, bien sûr, la bonne préparation mentale. Vous le voyez bien, décembre n'est pas un mois d'hibernation, mais bien celui du travail stratégique le plus crucial. Ce sont ces actions hivernales, apparemment anodines, qui font la différence entre ceux qui se plaignent chaque année de mauvaises récoltes et ceux qui récoltent régulièrement les fruits de leur travail à profusion. Ce système fonctionne. Je l'ai testé et éprouvé au fil des ans. Il transforme les efforts de jardinage chaotiques en un processus clair, cohérent et réfléchi. Merci d'avoir regardé cette longue, mais je l'espère, très utile vidéo jusqu'au bout. Si vous avez découvert de nouvelles choses, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. De nombreuses autres choses intéressantes sont à venir. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Dites-moi dans les commentaires, quelle est, selon vous, l'étape la plus importante? Et quels sont les travaux de jardinage ou de potager que vous réalisez absolument en décembre? Partageons nos expériences. À très bientôt.